situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, madame, monsieur, la question inquiète plus d'un Congolais, pas seulement les Congolais, mais même en dehors de nos frontières. Nous en parlons à travers ce numéro du magazine Au-delà de l'actualité. Merci de nous suivre. Comment restaurer la paix à l'est de la République démocratique du Congo? C'est la grande question. Et nous avons reçu pour vous à ces numéros Maître Achille Kapanga. Il est maire honoraire de la ville de Béni et il est notable du Nord Kivu. Maître Achille Kapanga, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, madame. Nous saluons tous les téléspectateurs. Nous pensons que ce sera pour nous une occasion de parler sans tabou et surtout de rester dans la limite de nos connaissances et de nos compétences. C'est très important puisque la situation de l'Est préoccupe au plus haut niveau tout citoyen congolais, même le numéro 1 du pays. Je sais qu'il est au four au moulin, son gouvernement, même s'il est gouvernement démissionnaire, mais je vois encore tout acteur politique vraiment veut que la paix soit instaurée au Nord Kivu. Donc c'est une question d'actualité. Comme on est là, on doit éclairer l'opinion, on doit parler sans tabou pour cette question, madame. Alors la grande question, comme je le disais tantôt, comment restaurer la paix à l'est de la République démocratique du Congo? Notable du Nord Kivu, Maître Achille Kapanga. C'est-à-dire quoi? Vous êtes né là-bas, vous avez passé un bon moment là-bas et tous ces titres de notable du Nord Kivu. Bon, au fait, la paix, il faut d'abord comprendre que c'est une denrée rare qui a toujours besoin de l'accompagnement de tout le monde. Le Nord Kivu n'est pas en ébullition aujourd'hui seulement, non. Même depuis le fait Marshal Mobutu, le Nord Kivu avait des problèmes. Là, je peux parler de l'opération Mumbiri dans les Rwenzori. Là, nous sommes à la frontière avec l'Ouganda. Il y avait des rebelles qui étaient là, mais Mobutu, avec son régime, il avait fait tout pour essayer d'anéantir. Même si certaines couches résiduelles ou des poches résiduelles étaient encore là, mais au moins l'essentiel avait été fait. Vous savez très bien qu'avec l'avènement des génocides au Rwanda, c'est par là qu'il faut comprendre la question. On a vu comment même Kengwa Donde Mobutu ne s'était pas attendu autour de cette question-là, puisque quand il fallait faire entrer les Hutus au Congo avec les armes, c'était parmi eux danger. Parce que quelqu'un qui entre dans votre pays avec l'arme, c'est déjà une arme de trop qui n'est pas non plus contrôlée et ça va toujours créer des dangers. Et depuis 1994, nous sommes dans cette situation-là. Et vous étiez là depuis longtemps, vous avez fait quoi là? Je suis un fils Nord Kivu. Un fils Nord Kivu. Oui. Alors, comprenez que maintenant, quand l'AFDEL est entré en 1997, c'est encore une autre réalité, puisque je l'ai toujours dit, financer la guerre, ce n'est pas peut-être Kabila le père qui était au maquis qui pouvait avoir les moyens de financer toute une guerre, non. Parce que la guerre a besoin de beaucoup de moyens, les moyens financiers, logistiques, et tout, ce n'est pas facile. Est-ce que Kabila au maquis pouvait réussir à mener une guerre, avoir tous ces moyens-là? Voilà pourquoi les gens qui voulaient faire partir Mobutu ont utilisé Kabila. Comme Kabila avait aussi le souci de rentrer au pays, d'être président de la République, un jour le rêvait, il a monté l'hameçon, on l'a mis à l'avant-plan, mais derrière lui, il y avait beaucoup de réalités. La guerre a avancé, les multinationaux qui commandaient, qui faisaient tout, finalement, Kinshasa est tombé, et Kabila était au pouvoir. Mais juste après sa prise de pouvoir, vous avez constaté que ce n'était pas lui, la personne que les gens qui accompagnaient voulaient qu'il soit comme président, ils avaient leur plan. Lui s'est opposé à ce plan-là, à s'appuyer sur le peuple congolais. Et c'était ça sa force. Il a compris qu'il n'avait pas moyen de céder à des caprices, à des velléités de certaines personnes qui voulaient s'approprier, qui voulaient s'accaparer les terres congolaises. Il lui a dit que non, moi je ne suis pas d'accord. Je pense que ce pays appartient au peuple congolais. Si vous nous avez rendu des services, dites-le nous, on va vous payer. Mais dire que vous allez prendre des postes dans ces pays, vous allez, je ne sais pas, occuper des terres dans ces pays, c'est pratiquement impossible. Vous savez ce que ça lui a valu? Il a perdu sa vie. Mais comme c'était un homme qui était engagé pour la paix et pour la sécurité, surtout pour le développement de ces pays, on l'a couronné héros.
Kabila est mort héros. Quelques temps après, c'est son fils qui a pris le pouvoir. Quand le fils a pris le pouvoir, nous avons senti dans lui la peur de la mort de son père. Voilà pourquoi il est... dire quoi? La peur de la mort de son père. Il ne voulait pas subir le même sort. Effectivement. Okay. Parce qu'il n'était pas directement trop actif comme l'était son père. Il n'était pas trop sec comme l'était son père. Lui a préféré une politique silencieuse là. Bon, heureusement avec lui, il a pu amener la démocratie, les élections commencées et qu'on sort. Même si certaines failles ce jour-là, et les conséquences qu'on doit les subir aujourd'hui, puisque avec lui, on a des petits soucis. Quand on devait prendre ce qu'on a qualifié de mixage et brassage de l'armée, c'était ça aussi, le piège qu'on avait tendu à Kabila le fils. Donc Joseph Kabila a modifié cette ambition sans le savoir. On ne peut pas mixer une armée, madame. On ne peut pas brasser une armée, c'est pratiquement impossible. Et c'est là où le danger a encore commencé. Vous prenez quelqu'un qui était à Brousse, il n'a jamais fait de formation militaire suffisante, du coup vous le prenez major, du coup vous le prenez colonel, général et consort. Ça a créé des frustrations. Et tout le monde là qui avait commis des dégâts, les gens qui ont tué, qui ont fait beaucoup d'histoire, ils ont été amnistiés. Alors, et c'est là où tout le monde a compris que non, si je crée ma rébellion aujourd'hui, demain je peux devenir général, je peux devenir colonel, on va m'amnistier. Nous, beaucoup de groupes voilà armés. Pourquoi aujourd'hui, les groupes armés sont comme des églises de réveil. Ici, groupe armé, là-bas, groupe armé. Pourquoi? Puisque les gens pensaient que c'était ça, la voie la plus facile pour accéder au pouvoir, pour accéder au grade des consorts. C'était un danger qui est arrivé. Malheureusement, on n'a pas si vite maîtrisé ça, mais les efforts sont en cours pour essayer de maîtriser cet état des choses. Voilà mais c'est possible de maîtriser cela. Madame. C'est-à-dire qu'en évitant le mixage, cette fois-ci. Oui. Les traits de ficelle se trouvent quelque part. Est-ce que moi je peux ramasser une arme à Brousse? Est-ce que moi je peux ramasser une arme à Brousse? Non. Les armes ne se fabriquent pas à Brousse. Les armes sont fabriquées quelque part. Il y a des canaux par lesquels les armes entrent au pays. Et c'est de ce que les gens qui maîtrisent l'armement et consorts qui savent comment on peut faire entrer l'arme. Voilà pourquoi les tireurs de ficelle étaient peut-être ici à Kinshasa, qui ravitaillaient d'une manière ou d'une autre les gens qui étaient à Brousse. Et là maintenant, on a créé un cercle vicieux. Vous allez envoyer l'argent pour combattre peut-être la rébellion que vous-même vous êtes en train d'alimenter. Voilà comment l'argent est parti et ça ne prenait pas fait. C'était devenu maintenant une affaire déjà. Les gens en ont fait leurs affaires. Alors, lorsque vous parlez de tireurs de ficelles, vous avez dit que Mouzé a été utilisé. Qui tire les ficelles? Qui a utilisé Mouzé? Madame, je vous disais tantôt que financer une guerre, ce n'est pas facile. C'est ce que j'ai toujours dit, même avec Kagame. Aujourd'hui, quand on dit que c'est Kagame qui combat la RDC, je dis non. Le Rwanda, c'est un des territoires de notre pays. Question de dimension, derrière le territoire de Walikale est plus vaste que le Rwanda tout entier. Walikale a lui seul attaque un territoire. Il est plus vaste que le Rwanda attaque un pays. Est-ce que le Rwanda, tel que je le vois, a les moyens de mener une guerre contre la RDC? S'approvisionner en armes, logistique et consorts? Non. Il y a certaines personnes qui ont été déçues de la manière dont Kabila le père n'a pas répondu à leurs désidérata et ils sont rentrés par cette voie-là. Ils ont créé leur CD et consorts, c'est ça. Parce que les gens pensaient qu'avec Kabila le père, ils vont récupérer ce qu'ils auront récupéré, comme vous n'était plus là. Mais quand Kabila le père leur a montré sa vraie face, ils ont été dessus. Et par conséquent, vous avez vu comment on l'a pourchassé. Et quel a été son dernier sort. Et ils continuent à réclamer jusqu'à aujourd'hui. Ils continuent à réclamer leur dû de Kabila le père jusqu'à aujourd'hui. Oui, puisque ça, comme je vous le disais, il y avait certaines erreurs. Quand je vous ai dit qu'il avait mordu à l'hameçon, rappelez-vous très bien, quand on est entré à Kinshasa, quand l'APD est entré à Kinshasa, est-ce que vous savez que même le chef d'état-major général était rwandais, James Kabarebe? On avait un chef d'état-major général qui dirigeait l'armée congolaise et l'armée rwandaise, James Kabarebe. Mais Kabila a dit que tout cela était de désordre. Il a su faire entrer peut-être James chez lui au Rwanda et récupérer et réorganiser l'armée. Il fallait que les nationaux puissent peut-être gérer les affaires nationales. Comme vous le disiez là-bas, si on prend cette logique-là, les multinationaux là, même les présidents de la République, là toujours répété, beaucoup de gens l'ont toujours dit, ce sont eux qui financent
Ils veulent avoir le minerai du pays, ils veulent avoir la même liste le minerai de notre pays. Mais s'ils veulent avoir ce minerai, pourquoi ne pas passer directement par la RDC, négocier, au lieu d'utiliser le Rwanda à travers la guerre? Madame, comment on peut analyser, comprendre cela? Cette question-là a une double dimension. Pourquoi ne pas utiliser directement les Congolais et passer par le Rwanda? Voilà. Cette question-là nous a toujours fait tourner la tête. Les Congolais ont certains défis. Nous avons certains problèmes internes. Parce que nous avons déjà perdu un peu le sens de responsabilité et de sincérité. Donc, sur l'échiquier mondial, quand on parle des Congolais, vous devez vous poser une question. Est-ce que cette personne avec laquelle je coopère, elle est sérieuse? Est-ce qu'elle saura garder les secrets? Il y a beaucoup de questions. Si je donne mon argent, est-ce qu'il saura bien garder mon argent? Tout ça, tout ça. Ce sont les études qui sont faites par rapport à ça. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'utiliser quelqu'un d'autre pour exploiter le Congo? Parce que si j'étais directement avec les Congolais, j'aurais ce que je cherche. Beaucoup de gens qui sont venus investir au Congo, par exemple. Est-ce qu'ils ne se plaignent pas? Parce que les Occidentaux sont les mêmes. Hein. Quelqu'un peut venir avec les friperies, l'autre vient avec, je ne sais pas, les choses de quincaillerie et consorts, mais ils sont les mêmes, ils se parlent. Ils nourrissent. Est-ce qu'en nourrissant, ils découvrent quoi? Des faiblesses chez nous. Et ce ne sont pas ces faiblesses-là que ces gens-là exploitent. Nous-mêmes, nous exposons, vous voulez dire. C'est ça que je dis. Donc, même si on ne peut pas encourager les gens-là qui passent par l'extérieur pour venir nous poignarder par le dos, mais nous devons soulever certaines questions. Nous-mêmes, nous devons nous comporter comment pour mériter aussi l'attention de la communauté internationale. C'est parmi les questions qu'il faut se poser. Est-ce que quand nous traitons avec eux, ils nous trouvent comment? Et ce n'est pas à cause de nous-mêmes peut-être que ces gens-là passent par d'autres voies. Voilà autant de questions qu'il faut se poser. C'est-à-dire le climat des affaires, c'est ça? Le climat des affaires, beaucoup d'histoires. Donc, quand nous-mêmes, moi je peux parler à des termes simples, je peux te demander de prendre la route peut-être Kabambari. Une route qu'on a faite, il n'y a même pas peut-être une année. On a mis des millions. Quel est son état aujourd'hui? Beaucoup de routes qu'on a pu faire, est-ce qu'elles ont même fait 2 ans? Pourquoi tout cela? Pourquoi tout cela? Est-ce que les gens qui nous observent ne voient pas tout ça? On peut nous envoyer l'argent peut-être pour un projet tel. Est-ce que nous parvenons vraiment à réaliser ce projet tel que prévu? Voilà des défis. Et c'est là où je vous dis que le leadership congolais doit éviter certaines antivaleurs pour que nous puissions nous assumer et nous puissions nous imposer. Pour s'imposer, il faut éviter qu'on soit peut-être porteur de certains germes qui ne peuvent pas faire que demain, on peut voilà quelqu'un avec qui nous pouvons travailler. Donc, on ne peut pas encourager ceux qui font mal à notre pays à travers l'extérieur, tout en disant, nous aussi, nous devons fournir beaucoup d'efforts pour mériter la confiance de l'extérieur. Nous devons être sérieux dans nos affaires. Nous devons être sérieux dans tout ce que nous faisons. Parce que quand on voit quelque chose a changé, on ne peut plus chercher des voies extérieures. Alors on doit aussi parler un même langage, c'est qu'on dit que ce soit l'opposition, la majorité, nous devons unir pour une même cause. Parce que quand vous parlez de l'image que nous nous présentons, c'est aussi peut-être de critiques des autres portes à l'extérieur aussi. Hein. Madame, est-ce qu'il y a une opposition de ce pays? L'opposition à terme des Français, oui. Mais on est opposant quand on n'a pas eu de poste. C'est ça ce pays. Mais une fois on vous propose un poste, l'opposition disparaît. C'est l'opposition de face qu'on a dans ce pays. On n'a jamais eu d'opposition dans ce pays, non. Parce que les gens sont là pour leurs intérêts. Quand ces intérêts ne sont pas rencontrés, il est opposant. Mais une fois ces intérêts sont protégés, vous ne parlez même pas de lui de l'opposition. Non. On en a vu, ce n'est pas une histoire, une vieille histoire. Les gens qui étaient beaucoup plus kabylistes, mais on les a vus. Quand le FCCK a disparu, ce que ça a donné, après le départ de Mabunda à l'Assemblée nationale, ce que ça a donné, ce sont des questions de dignité de l'homme politique congolais. Et malheureusement, le peuple congolais n'a jamais compris ça. Le peuple congolais est encore applaudisseur, est encore acclameur. C'est ça le problème. On vous dit que ces gens-là sont de faire un budget au Parlement
pour s'octroyer plus de 20 000 $ le mois. Le peuple ne sait même pas faire même une banderole. La société civile ne sait même pas faire des banderoles. Non, non, nous devons nous opposer contre cette démarche. Et le budget n'a pas passé. Vous allez continuer dans la même situation où vous vous trouvez, et ces gens-là vont continuer toujours à gagner beaucoup plus. Il faut que le peuple aussi puisse prendre conscience. Un peuple qui ne reconnaît pas ses devoirs, ses obligations, ce que le peuple nous donne. Or, ce qui guide un citoyen, ce sont ses droits et ses devoirs. Quand tu ne reconnais pas tes droits et tes devoirs, tu te diras que tu es où? Alors, quand vous parlez de Rwanda qui est utilisé, alors il faudrait chercher alors à combattre directement la personne qui utilise, c'est-à-dire soit à négocier, soit à aller passer directement par l'utilisateur, si je peux dire ça. Bon, madame, il y avait... D'ailleurs, moi, je voudrais remercier les Kinois aujourd'hui, puisque maintenant, les Kinois commencent à avoir la même lecture avec les peuples de l'Est. Bien avant, là, le Japon disait Bitumbaïs, Bitumbaïs. C'était ça le langage. Mais aujourd'hui, quand j'ai vu les manifestations que les Kinois ont faites ici à Kinshasa, elles m'ont rassuré. Ça a raison d'être. Hein? Vraiment, moi, ça m'a rassuré et ça m'a même encouragé. Je me suis dit que voilà, au moins aujourd'hui, les Kinois commencent à comprendre que cette question concerne la nation congolaise. Ce n'est pas seulement une question de l'Est. Et par rapport à ça, Kagame vaut quoi? Kagame vaut ceux qui le soutiennent. Qui soutient Kagame? C'est là où je rentre sur la théorie que j'ai développée dernièrement. J'ai dit, on a un poisson, là, c'est ce poisson qui est dans l'eau. Il y a l'hameçon, c'est Kagame. Mais l'hameçon est toujours tenu par une corde et un morceau de bois. Qui tient ce morceau de bois? Qui tient la corde? Si une fois on parvient à maîtriser la corde et le morceau de bois là qui tient l'hameçon n'aura plus de force. Voilà pourquoi je demande notre gouvernement, là, selon je suis de remercier le chef de l'État, de chercher comment pénétrer là où il y a la corde et les sticks d'arbre là qui tiennent l'hameçon. Vous avez vu le chef de la diplomatie. C'est ce que je dis. Je suis en train de l'encourager par rapport à ça. En tout cas, c'est ce que le chef de l'État est en train de faire aujourd'hui. À poursuivre avec la diplomatie. Il faut qu'il parvienne à comprendre que non, il y a l'hameçon, c'est Kagame. Mais l'hameçon là tient sur quoi? Parce que les poissons veulent être tirés de l'eau. Mais l'hameçon là tient sur quoi? Comme il a compris, ceux qui tiennent l'hameçon, et c'est là où il a envie de combattre, parce qu'il faut l'encourager. Et là, quand il dit qu'il ne peut pas négocier avec les rebelles, ou bien l'M23, j'ai dit bravo. Parce que les accords là où vous citez l'ancien ministre de la coopération Chibanda. Ouais. Les accords là, quand vous les lisez, et d'ailleurs je le disais, comment on est allé signer les accords à Nairobi avec les rebelles sans associer les acteurs politiques de l'Est? Les délégations qui étaient Kinshasa jusqu'à Nairobi, jusqu'à Kampala, sans associer les acteurs politiques de l'Est. Et c'était ça le danger. Avec Raymond Tchiban. Oui. Parce que si on pouvait associer les enfants de l'Est à cette question-là, et pour dire non, nous, en tant que notables, nous pouvons dire à Tchiban, non, là, il y a Tchiban, là, il y a un danger. Cet article-là, il faut le laguer. Ça, nous. Mais comme ça se faisait dans des magouilles, voilà où nous sommes aujourd'hui. Mais heureusement, le peuple congolais s'est mis debout derrière le chef de l'État pour anéantir, pour dire non à ces histoires-là. Et si le chef de l'État est en train de rester aujourd'hui, puisque le peuple derrière lui, le peuple veut que cela cesse. Et voilà pourquoi je lui ai donné le deuxième mandat. Parce qu'on voit dans l'eau. Pour mettre fin à cette situation de l'Est, faudrait-il dialoguer? Parce que le chef a dit dialoguer, oui, mais pas à n'importe quel prix. Dialoguer avec le Rwanda, oui, mais pas à n'importe quel prix. Ou soit il faut aller dans la voie de la guerre. Madame, je l'ai toujours répété, la RDC et le Rwanda sont des voisins. Quelqu'un ne peut pas se choisir un voisin. Non. Les voisins, c'est naturel. Nous sommes donc... Jésus est mort. Nous sommes voisins. Jésus reviendra, nous sommes toujours des voisins. Donc nous devons maintenant chercher à vivre le bon voisinage. C'est seulement ça. C'est un voisin qui inquiète, qui dérange. Moi, je dis, il n'est pas le seul. Moi, je pense que Kagame doit comprendre une chose. Son âge. Kagame est en train de vieillir. Ce n'est plus Kagame d'avant là. Il est en train de vieillir. Et il doit comprendre qu'il va laisser les Rwandais là-bas. Il ne partira pas pour tous les Rwandais. Kagame laissera les Rwandais là-bas. Et nous serons toujours là. À combattre le système. S'il laisse les Rwandais ennemis des Congolais,
il va laisser quel héritage à son peuple? Kagame a intérêt, avec son âge, même si on n'a pas souhaité que Dieu l'appelle demain ou après-demain, ce n'est pas nous qui tenons la vie de quelqu'un, mais moi je pense que Kagame doit comprendre qu'il doit laisser l'héritage de paix entre ces deux pays-là. Et si quand vous arrivez à Goma, madame, allez un peu la petite barrière, voyez un peu la fréquence entre les Congolais et les Rwandais. Vous vous direz finalement c'est quoi? Ces gens veulent quoi? Pourquoi la guerre? Mais d'autres voix se sont levées pour dire qu'on doit fermer la frontière. Vous qui êtes de ce coin-là, est-ce que ça serait une solution aussi par rapport à cette situation? Madame, est-ce que fermer la frontière, c'est ça la solution? Parce que nous devons comprendre des choses. Il y a les causes et les conséquences. Quelles sont les causes réelles de cette guerre? Quand nous allons comprendre les causes réelles de cette guerre, comme on a tout dit, les symptômes sont là. On vous a dit cette fièvre est due par peut-être la malaria. La cause est là. Les symptômes c'est la fièvre, mais la cause c'est la malaria. Il y a aussi des situations qui entourent cette cause qu'on peut, même quand vous parlez de la malaria, s'il faut l'illustrer ainsi. Le moustique. On donne aussi les calmants pour diminuer la fièvre, et puis il y aura la quinine pour s'attaquer à la malaria. C'est ça que le chef de l'État a toujours fait. Oui. Quand il voit les gens à Nouga, je ne sais pas, à Kampala, à Nairobi, de l'autre côté, en Angola et consorts, ce sont là, il est en train d'abord de chercher à faire baisser la fièvre en attendant qu'il puisse soigner la maladie. Et nous demandons maintenant de soigner la maladie. La cure efficace là, pour cette maladie de l'Est. Bon, Comme c'est une question multidimensionnelle, il faut des solutions multidimensionnelles. Parce que tu peux t'attaquer à une des causes, sans toucher l'autre, tu n'auras pas bien fait le travail. Oui, ça est ensemble. Donc, il faut qu'on y aille ensemble. On est en train de négocier pour voir comment faire atteindre le feu. Entre-temps, on cherche l'eau qu'on va verser pour que l'eau puisse, pour que le feu puisse s'éteindre. Voilà pourquoi ce qui peut être proposé comme plus de solutions, c'est quoi? Vous savez que il ne faut pas permettre que le Rwanda ou bien les autres pays, là vraiment sur revenir ce que j'avais même dit un jour, que nous sommes aussi victimes des complots des pays voisins. Aujourd'hui, on peut dire que non. Je me rappelle quand le chef de l'État avait dit que ces gens vont quitter Bunagana. D'ailleurs, il avait déclaré à partir de l'étranger, c'était ici une chaîne internationale. Bunagana, donc, on devait entrer par l'Ouganda pour anéantir ces gens-là. Mais curieusement, l'Ouganda ne l'a pas permis. Aujourd'hui, l'Ouganda serait cité, puisque Bunagana et Ouganda, c'est presque voisins. Alors, nous disons quoi? Le peuple est nilotique. Là, je vois nos frères Hutus, nos frères du Rwanda, du Burundi, Tanzanie, Nairobi. Ce sont des nilotiques. Nous, les Bantous, ils veulent quoi chez nous? Est-ce qu'il n'y a pas un complot des pays que je qualifie entre guillemets de nilotiques contre nous, la RDC? Mais c'est le Rwanda qui sort la tête. Parce que les autres, ils semblent... Oui, c'est ce que j'ai dit. Ouais. Voilà là où j'ai dit, qui tient réellement l'hameçon? C'est ça la question. Le Rwanda, c'est juste l'hameçon. D'ailleurs, on aurait donné même petit hameçon à l'Ouganda. Nos nageoires aujourd'hui sont touchés. Là, je vois Bunagana et Rutshuru. Ce sont les nageoires qui sont touchés. Or, nous sommes en train de nous battre pour ne pas avaler l'hameçon. C'est ça le combat que nous avons aujourd'hui. Nous devons éviter d'avaler l'hameçon parce que l'hameçon c'est danger pour nous. Et là, nous continuons à appeler le peuple congolais à être toujours debout et vigilant. Nous devons appuyer nos FARDC, nous devons appuyer nos Azalendo. Puisqu'une fois Goma pris, par exemple, nous allons nous comporter comment? Heureusement qu'il y a des déclarations fortes du chef de l'État. Le ministre, le VP Mbemba, l'a dit pendant son séjour à Goma, il le répète toujours. Bon, nous pensons que nous devons appuyer de telles démarches et les accompagner, puisque le pays n'appartient pas seulement au chef de l'État, le pays n'appartient pas seulement au VP Jean-Pierre Bemba, le pays appartient à tout être congolais. Voilà pourquoi nous devons être tous debout pour faire cet état des choses, madame. Alors, tout ce que le Rwanda évoque là, ou non, la question de la minorité, il semble s'intéresser à ce qui se passe en RDC, la question des FDLR et tout, ce sont que des mascarades, hein, le vrai problème est ailleurs. Maman, il n'y a pas de minorité ou bien de majorité dans cette histoire-là, non, non. Ce n'est pas question de minorité de majorité. Kagame a accepté de servir certaines puissances.
Et là, il veut le faire au prix du sang du peuple congolais. Lui, quand le sang du peuple congolais coule comme ça, il voit des morts au large des bombes par-ci par-là, lui est content. Mais nous disons que non, ça ne va pas continuer comme ça. Puisque le peuple congolais ne doit rien au peuple rwandais. Si nous avions l'air de violer quelque chose, on devait dire qu'ils ont raison. Mais nous qui avions que leurs frères qui sont venus avec les génocides qu'ils viennent organiser, nous devons payer quoi? Si on peut nous dire qu'il vient chercher les Indiens en RDC, mais ça fait combien de temps? Imaginez-vous depuis 1994. Tous les hommes là qui étaient entrés avec, à l'âge de 5, 10, 20 ans, est-ce qu'ils sont encore vivants aujourd'hui? Non. Kagame doit accepter que ses frères Hutu rentrent chez lui au Congo, au Rwanda, qu'ils se parlent aussi entre eux. Et qu'ils nous laissent, nous, les Congolais, traiter nos affaires entre Congolais. C'est très important. Alors, et la communauté internationale doit comprendre une chose. Utiliser Kagame contre nous, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Même si on peut nous taxer certaines irrégularités, mais nous sommes prêts à coopérer. Nous sommes prêts à travailler avec eux. On a combien de nos Pakistanais ici chez nous, à Kinshasa? Les Indiens, les Libanais, est-ce qu'ils ne travaillent pas? Ils travaillent. Et si les autres veulent aussi faire autant, qu'ils viennent. Qu'ils viennent. Et là, des gens de remercier à ça, l'expression générale des finances, qui est en train de couvrir certaines choses par rapport au contrat chinois. Aujourd'hui, la RDC a récupéré la route Beni qui s'engage sera bientôt asphaltée. Ce sont des bonnes choses que nous encourageons. Donc, il y a des gens qui prenaient ces Congos pour leur propriété et tout ce qui doit être dividende les revenait. L'article 57 de la Constitution ne disait rien aux dirigeants congolais. Et le Congo était le meilleur truc. Et voilà pourquoi le peuple souffre. Dans ces pays, tu peux prendre quelqu'un de tourner autant de millions. Mais tu vas te poser la question, pourquoi il n'y a même pas une usine de papier de piquetage dans le pays, alors que les gens détournent des millions? Ce sont là les dangers. Donc des détournements qui n'ont pas de sens. Et quand on nous voit nous comporter ainsi, on dit voilà les Congolais. Si on pouvait me détourner ces montants-là, ces fameux millions qu'on a toujours évoqués, et créer d'emplois dans ces pays, ce serait bon. Malheureusement, peut-être on a toujours peur que non, si vous créez des emplois, qu'il y aura pillage, on viendra détruire. C'est ça la peur que les gens ont. Et que les gens ont toujours développé. Et par là, il faut passer par des personnes qui s'interposent. Donc les Congolais, au lieu qu'ils affichent ce qu'il a eu dans ce pays, il faut qu'il passe par un Indo-Pakistanais, qu'il passe par un partenaire pour faire le même travail au Congo. Malheureusement, ces gens-là viennent avec leurs frères qui commencent même à faire les petits emplois que les Congolais devaient faire. C'est ça le problème. Alors, là, vous avez parlé de l'infiltration, de la traîtrise. Alors, il y a aussi une décision qui appelait à la levée du moratoire contre la peine capitale, hein, la peine de mort. Vous êtes d'accord avec ça? Pour mettre fin à tous ces mots aussi qui rongent notre armée. Madame, notre code pénal n'a jamais élagué la peine de mort. Si vous lisez bien le code pénal, la peine de mort est toujours là. Mais c'est son exécution qui posait problème. Là, on transforme ça peut-être à prison à perpétuité, peut-être travaux forcés et consorts. Bon, maintenant qu'on veut cette fois-ci commencer à exécuter, nous disons que ça peut être à encourager. Nous sommes aujourd'hui que la vie humaine est sacrée, mais qu'est-ce ils disent que la même vie est sacrée. Je pense qu'il faut même que les gens comprennent ça. Parce que les gens disent non, le moratoire refuse que la vie humaine est sacrée. On ne refuse pas. Mais quand elles viennent égorger, comme moi je vous parle, vers Oicha, nous sommes vers Maïmoya et Ringuet là-bas, il y a plus de dizaines de victimes qu'on a encore égorgées. Ces gens ont fait quoi? Ces gens ont fait quoi? Pourquoi doit-on continuer à égorger innocemment le peuple Nord Kivu, le peuple de Béni? Madame, ça me fait très mal. Alors, ces moratoires-là, il faut qu'on les suspende. Quelqu'un a tué ou bien a trahi, qu'on l'exécute. Ça va faire peur aux autres gens qui pensent qu'on doit rester dans une sorte de libertinage. Ces gens-là savent déjà comment on peut venir casser les prisons pour s'évader. C'est ça. Il faut vraiment que la dissuasion soit là. Que quelqu'un peur que l'on, si j'ai fait ça, demain peut m'exécuter, c'est dangereux pour moi. Ça, il faut ça vraiment j'encourage par rapport à cette situation-là. Vous êtes maire honoraire de Béni, maire honoraire, vous êtes notable.
l'impression que nous, à Kin, ici, hein, l'image qu'on donne, c'est-à-dire que là-bas, c'est invivable. On tue à quelques 100 mètres. C'est comment la vie là-bas? Bon, madame, ce que je dis, si vous arrivez là-bas, vous direz que ce que vous apprenez à Kinshasa semble être faux. Parce que là, il y a un peuple exceptionnel, courageux, engagé, déterminé. Ce peuple-là, en dépit de toutes les atrocités, il s'efforce. Vous avez vu comment ces gens-là ont voté à 95% le chef de l'État. Malgré toutes les atrocités, malgré la guerre, malgré les souffrances, le peuple a dit que nous sommes debout, on va aller voter le chef de l'État parce que nous cherchons la paix. Tu vois, madame? Donc, bref, les atrocités, il faut qu'elles cessent. Le peuple du Nord Kivu. Il y a des points où les gens vivent normalement. Les gens s'efforcent pour vivre. Ils s'efforcent pour vivre. Parce que quand les gens vivent de l'agriculture et que leurs champs sont occupés par les massacreurs, c'est dangereux. Et là, c'est par là que je voulais terminer en disant qu'il faut que nos ministres de l'agriculture de ces pays se fassent connaître. Le Congo, c'est un pays à vocation agricole. Mais les ministres de l'agriculture sont presque méconnus. Or, ce serait eux, le ministre vedette de ce pays. Malheureusement, chez nous, le ministre vedette sont le ministre de la communication. Celui qui devait vedette, comme c'était peut-être Lambert Mende auparavant, aujourd'hui on peut citer honorable Patrick Mouyaya. Mais le ministre de l'agriculture, c'est celui qui est tenu soutenir la vie des Congolais. Inconnu. Le budget qu'on donne à l'agriculture est où? Qui en profite? Voilà des questions profondes, madame. Le peuple de Béni, le peuple du Nord Kivu, le peuple du Congo, même c'est nos amis de l'autre côté, là où il n'y a pas d'élection, à l'ouest ici, ou comme nous pouvons qu'on sort, on est de cœur avec eux. On est de cœur avec eux. Nous devons seulement être sérieux à côté du chef de l'État. Parce que si les politiciens congolais doivent toujours continuer à penser poste et non pas avenir du Congo, on sera comme si nous devons quitter cette mentalité-là. Les politiciens congolais doivent éviter de penser que comme il ne s'est pas enrichi aujourd'hui, le Congo prendra fin. Non, non. Nous devons savoir que ce que même les gens ont eu avant nous a disparu. J'ai des amis, anciens, proches collaborateurs de Mobutu. Mais des fois, vous le voyez aujourd'hui. Vous dites, lui était tel. On dit, c'est là qui tel. Mais ça te fait un peu la chair de poule. Donc, ne pensons pas que amasser, c'est la fin du monde. Non, non. Disons-nous que ce Congo demain sera comment? C'est la question que tout le monde doit se poser. Même si je peux voler aujourd'hui 10 millions, mais le Congo demain sera comment? Si tout le monde prend cette conscience-là, tout le monde commence à se poser cette question-là, au lieu de tourner, vous verrez ce pays très loin. Et toutes ces questions-là, même l'ennemi, malgré par où passer, mais l'ennemi passe par nous-mêmes. L'ennemi passe par nous-mêmes, madame. Et c'est important comme ça, nous devons éviter ça. On doit éviter de donner le couloir à l'ennemi, pas nos actes, pas nos comportements. On vous dit non, au Congo, tu viens avec un projet peut-être de 1 million de dollars, tu donnes seulement aux dirigeants 200 000, 800 000, tu bouffes et c'est tout. Voilà pourquoi beaucoup de projets, on les a toujours vus, attendus à la télévision, on les a toujours attendus dans des radios, mais sur le terrain, vous trouvez que, mais si on a dû financer autant de millions, concrètement, il y a quoi? Rien, puisque nous ne voulons pas être sérieux. Moi, mon souci, c'est que les politiciens congolais, le peuple congolais, prennent conscience à des actes que non, ce pays nous appartient, nous avons une constitution, nous avons des textes légaux que nous devons respecter. Et en les respectant, ce pays ira très loin au fur et à mesure, madame. Merci beaucoup, Maître Achille Kapanga. Je rappelle que vous êtes maire honoraire de Béni et puis notable du Nord Kivu. S'il faut lancer un message à la population de l'Est et puis aux autorités en une phrase, qu'est-ce que vous direz? Mon message est clair. Je pense que le pays nous appartient tous. Ce pays n'a pas besoin de beaucoup de choses. Le pays a besoin, du respect de ces textes légaux, 2, de la prise de conscience du peuple congolais, 3, de l'implication de tout et chacun pour la sécurité, afin qu'on puisse accompagner le chef de l'État pour que son mandat ici soit le mandat de la paix, du développement et de la réussite. C'est le message que je peux passer, madame. Merci beaucoup, Maître Achille Kapanga, maire honoraire de Béni, notable de Nord Kivu. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, fidèles téléspectateurs du magazine Au-delà de l'actualité. Je vous retrouve au prochain numéro. Au revoir. Merci beaucoup.